Bonjour à toutes et tous, je suis Alexandre Garabédian, je dirige la rédaction de la GFI. Je suis très heureux cette année encore d'être présent aux rencontres de Paris Europlace et d'animer ce panel qui va être consacré à une question d'une riche actualité ces dernières semaines. Les PME et ETI européennes peuvent-elles encore aller en bourse ? Riche actualité parce que la semaine dernière, on a une pépite technologique Exosens qui est rentrée en bourse, qui s'est cotée pour la première fois vendredi, donc avec un sens du timing qui confine au génie. Et puis on avait eu 2 mois avant Planisware, 2 belles opérations, donc, mais c'est vrai qu'avant il ne s'était pas passé grand-chose. Alors on va discuter de tout ça avec nos invités par ordre d'apparition à ma gauche. Donc Arnaud Caudou, vous êtes directeur général adjoint de BPI France, en charge des finances, des risques, DSI et du métier garanti. Delphine Damarzi, vous êtes PDG d'Euronext Paris. Pierre-Henri Chapas, vous êtes associé chez Rothschild et compagnie. Sophie Javary, vous êtes vice-présidente de la CIB dans la banque d'investissement pour la zone EMEA chez BNP Paribas. Et Bertrand Rambaud, vous êtes président de France Invest et président du fonds Ciparex. Je vais commencer par vous, Delphine Damarzi. 2 belles opérations, mais on avait plutôt le sentiment jusqu'à présent de volume d'IPO assez faible, et plutôt d'ailleurs d'une cote qui s'appauvrissait parce qu'il y avait un certain nombre de retraits de cotes, et il y en a toujours qui sont annoncés. Donc est-ce que ce sont les 2 arbres qui cachent la forêt? Est-ce qu'il y a vous sentez une désaffection de la part des PME et ETI pour la bourse? Ou au contraire, un motif d'espoir pour les trimestres à venir? Alors, on a eu 2 très belles opérations qui ont été citées, je pense, seront largement présentées, donc je vais pas trop les déflorer et je vais aborder le sujet en question. On sort d'une phase de re-rating significative avec un mouvement très fort sur les taux qui a mis fin à une période qui a été fort active en 2021 et qui a pris de plein fouet la remontée des taux avec des réorientations des flux significatives. Et puis pour un flux entrant de prospects, j'allais dire, qui arrivait chez nous, le besoin de passer plus de temps à maturer les business models, à se représenter devant la bourse. Et de la même manière, les sociétés, on peut le dire, ont pour leur développement plus de choix que d'il y a 10 ou 20 ans en termes de financement dans la durée. Elles peuvent maturer plus longtemps, elles ont accès à des systèmes alternatifs de private equity qui peuvent les porter, les aider. Nous constatons, enfin le meilleur indice, finalement, c'est l'attrait qu'on suscite dans nos programmes de pré-IPO, avec des promotions croissantes en taille. Il y en a 160 cette année, et un intérêt qui ne se dément pas. Mais peut-être, j'allais dire, une lucidité accrue sur les conditions pour arriver dans bien préparé en bourse et offrir des conditions d'ailleurs de lucidité qui sont celles des entreprises candidates, de leurs investisseurs et de ceux qui les accueillent du côté des marchés cotés. Donc on a cette martingale à trouver ensemble. Je pense que la destination pour les PME ETI de la bourse est toujours une proposition de valeur importante pour leur indépendance. Et la sortie du private equity est un enjeu qui est croissant, qui est nécessaire pour cette industrie, des démonstrations à faire pour pouvoir réenclencher en amont de leur côté des flux entrants institutionnels. Et dans les sorties, il y a différentes possibilités. Le M&A en est une, mais la sortie en bourse fonctionne. On a de manière intéressante les 2 cas d'école récents, qui sont des cas de sortie exclusive sans levée de fonds pour Planisware et de sortie partielle pour Exosens la semaine dernière. Réussi. Avec, et on y reviendra, les chances mises du bon côté par tous les acteurs. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, je pense, à creuser. Dans votre promotion de 160 en pré-IPO, on a quel profil Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur est-ce que ce sont de vrais candidats potentiels, tous, à des IPO? Alors, on a dans ces promotions des entreprises qui sont à différents stades. On recommande en général de s'intéresser activement et se préparer activement dans les quelques années en fait qui précèdent la cotation. Le processus lui-même, Sophie, tu pourras expliquer ça, le processus lui-même, il peut être compressé en quelques mois, 6 mois, 1 an plus généralement. Mais la préparation
Elle démarre en amont. Donc on a des entreprises qui sont dans différents stades, de différents secteurs. C'est des programmes qu'on organise collectivement, ça s'appelle IPO Ready pour les entreprises du secteur de la tech, et parfois au-delà. Et puis parfois on fait des formations avec des acteurs qui sont individuels, pour les entreprises familiales notamment, qui n'ont pas forcément, qui sont dans une autre logique et qui se préparent, on va dire, de manière plus discrète, en tout cas à leur manière, dans des programmes dédiés. Donc on a les différents profils. Donc aujourd'hui, pour alimenter la bourse, on a des profils du type spin-off et carve-out, donc des logiques de groupes qui identifient en interne des activités qui émergeront mieux de manière indépendante en bourse. Pardon. Et à ce propos, d'ailleurs, il faut se souvenir que le Planisware, à l'origine, est un spin-off, en tout cas une création entrepreneuriale à l'intérieur de Thales, suscitée par des ingénieurs qui suivaient des projets et qui ont créé un logiciel de manière interne. L'ont fait pour un premier projet, l'ont utilisé pour un deuxième, se sont dit qu'ils tenaient un truc. Et en accord avec Thales, ont décidé finalement de le porter à l'extérieur. Donc, ouais, ces histoires-là existent. Donc, c'est cette première typologie. Des typologies, évidemment, d'entreprises de la tech, consommatrices de fonds, qui émergent avec le soutien du private equity et qui cherchent un exit. Donc, la bourse, c'est une manière d'avoir un développement avec une indépendance stratégique et une suite de financement. Et puis, on a aussi toujours la problématique et l'attrait pour les entreprises familiales, hein, qui n'ont pas forcément besoin de fonds ou qui peuvent, à un certain stade, rechercher des fonds pour accélérer leur développement et qui ne souhaitent pas, pour le coup, passer par une phase soit de M&A évidemment, soit de private equity et qui préfèrent une stratégie boursière pour notamment gérer la succession. Bertrand Rambaud, les fonds se laissent toutes les options de sortie possibles. Est-ce que la bourse est toujours aussi intéressante ? Alors nous donc les PME ETI, c'est effectivement le marché auquel on s'adresse en priorité, hein, du private equity en Europe et dans le monde et en France. D'abord, sur le mot désaffection, je le trouve un peu fort. Je pense que sans jouer sur les mots, je pense qu'il y a une hésitation, il faut le dire, c'est une réalité. Enfin, moi je le vis dans nos entreprises, parce qu'il peut y avoir une crainte de la lourdeur, des coûts, de tout ce que ça représente. Et je pense, mais ça sera abordé certainement tout à l'heure, il y a le sujet de la volatilité d'une valorisation. Et ça, pour un dirigeant, c'est un point évidemment qui est important. Et donc, une des questions à mes yeux, c'est toute l'épargne disponible pour ce type d'entreprise. En revanche, pour revenir à la question que vous venez de me poser, moi, je pense que, et j'en suis intimement convaincu, d'abord, et je le dirai plusieurs fois autour de cette table ronde, il faut en aucun cas opposer les deux modes de financement. Ils sont hyper complémentaires. Ils répondent pas tout à fait aux mêmes critères. Ils répondent surtout, je pense, pas tout à fait aux mêmes maturités de développement d'une entreprise, de taille, de besoins. Et est-ce qu'il est une solution pour la sortie du private equity ? Oui, bien sûr. Enfin, je dirais aujourd'hui, vous l'avez dit, les sorties, mais toutes les sorties sont difficiles. Toutes doivent être prises en considération. Après, il ne faut pas aller que chercher une sortie sur la bourse. Je pense que la bourse apporte aussi plein d'autres choses, en tout cas pour les fonds de private equity, et notamment l'accès au capital plus largement. Voilà, donc c'est vraiment des chaînes de financement qui ont toute leur place, tous leurs besoins, et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde où la liquidité n'est plus ce qu'elle était il y a un an et ce qu'elle a été pendant 10 ans, quand même, il ne faut juste pas l'oublier, je crois qu'on aurait complètement tort d'aller opposer ces deux sources de financement. Voilà. Mais il ne faut pas qu'on se trompe sur la boîte qui va dans un portefeuille de private equity, parce que nous aussi on a nos critères, et la boîte qui va sur un marché coté, où les critères, à un moment de vie d'une entreprise, peuvent être différents. Et donc il faut faire les bons choix. Et je pense qu'il y a une responsabilité commune d'emmener les entrepreneurs vers les bons choix. Puis après, c'est eux qui décident. C'est eux qui décident par rapport à ce qu'ils ont envie de construire et les besoins qu'ils ont. Donc voilà, on a vraiment besoin des deux, avec les aléas conjoncturels qu'on peut connaître dans le PE, sur le côté, la vie, quoi. Il y a quand même une petite différence du point de vue du fonds, du vendeur, c'est que quand vous faites une sortie sur le marché privé à un autre fonds, par exemple, ou un industriel, vous pouvez sortir totalement le jour J.
quand vous sortez en bourse, vous avez des clauses de lock-up, vous pouvez rester plus longtemps en capital. C'est pas la même démarche, la même approche financière non plus sur la rentabilité de l'investissement. Oui, c'est vrai, il y a des lock-up. Après, ce que je disais, il y a aussi des augmentations de capital qu'on peut trouver, des parcours de croissance et des relais qu'on va trouver sur un marché coté. Puis vous savez, nous, on est quand même à côté de dirigeants. Donc, on fait rien contre des dirigeants. C'est par rapport à leurs souhaits, par rapport à leur equity story, ce qu'ils ont envie de faire dans leur boîte et ce qui va aider l'entreprise dans son développement demain. Donc parfois c'est un fonds secondaire, parfois c'est un corporate, parfois c'est la bourse. Enfin, je crois que toute histoire est très différente et les deux cas, et notamment ce cas de vendredi dernier, je crois que c'est une belle illustration de ce que HLD a voulu faire en prenant un vrai risque à l'époque. Voilà, et avec un parcours de croissance extrêmement fort qui reste, un rendez-vous de liquidité ponctuelle. C'est aussi le rôle du private equity de pouvoir prendre des fenêtres, même ponctuelles. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de recette unique. Et c'est typiquement des affaires, enfin, je ne connais pas dans le détail, mais qui sont adaptées à des marchés par rapport à la qualité des sous-jacents et des business dans lesquels elles sont. Je le répète, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, parce que ma lecture, je ne suis pas un spécialiste du côté, c'est que le côté peut corriger parfois. Et donc, il faut que la boîte puisse répondre à ces critères. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, il ne faut pas opposer le private et le public equity. Je voudrais vous faire réagir là-dessus, Arnaud Colleau, parce que il y a quand même des fonds aujourd'hui qui nous disent, quand ils nous voient, nous journalistes, mais les marchés cotés c'est sympa, mais c'est vraiment le private equity qui prend le relais, on les concurrence sur tous les sujets. Est-ce que voilà, comment vous réagissez à ça? D'abord, c'est vrai qu'il y a un marché du private equity aujourd'hui qui est de plus en plus profond et qui donc peut absorber beaucoup de choses, y compris beaucoup de croissance de la part des entreprises. Donc il y a une concurrence sur les phases de maturation des sociétés entre private et public qui est plus forte qu'avant. Et c'est plutôt une bonne chose, hein, c'est ce qu'on disait, il y a toutes sortes d'histoires d'entreprises et donc il y a toutes sortes de réponses aujourd'hui disponibles, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Ce qui nous a probablement d'ailleurs conduit historiquement à introduire en bourse des sociétés qui cherchent à en sortir aujourd'hui. Ceci étant dit, nous, ce qu'on voit, c'est encore effectivement dans les acteurs une rupture assez forte entre les acteurs du privé et les acteurs du côté. On passe pas mal de temps à essayer de faire émerger des fonds crossover. On en voit beaucoup plus typiquement aux États-Unis, comme leur nom l'indique. C'est plutôt anglo-saxon comme concept qu'on en voit en France. Or, c'est très important que quand il y a une sortie par IPO pour des fonds, ce ne soit pas juste une sortie précisément. Qu'on puisse dire qu'on va accompagner les sociétés, le cas échéant réinvestir, et en tout état de cause, pas juste chercher à sortir dans les années qui viennent. Donc c'est important qu'on ait cette forme de continuité parce que c'est un signal majeur vis-à-vis du marché. C'est éviter aussi qu'il y ait cette espèce d'enclume au-dessus du cours de l'entreprise qui est les fonds vont sortir et ça va durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parfois très longtemps. 5 ans c'est déjà très long. Donc ce truc-là est vraiment majeur aujourd'hui dans la tech en particulier, de même que les méthodes de valorisation et la façon dont on appréhende les équilibres entre actionnaires doivent apprendre à converger au moment où on fait un IPO. On passe de monde, en particulier dans ce qu'on a connu du côté tech dans les années jusque 2021-2022, où il y a beaucoup de préférences, beaucoup d'enjeux qui font qu'on a des valorisations très élevées, ça monte un petit peu à la tête de tout le monde. Et à un moment donné, si on doit faire une IPO parce que c'est le destin de la société, parce que c'est la meilleure voie pour elle, il faut quand même que tout le monde se pose et réfléchisse à ce que vaut vraiment la société une fois qu'on a tout remis à plat. Ça aussi, ça se prépare pareil longtemps à l'avance. Donc il faut que les sociétés se préparent, effectivement, de 3 ans à l'avance. Il faut que les actionnaires, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les marchés cotés, se préparent et rencontrent également des actionnaires et des fonds cotés listés. Donc c'est un des rôles qu'on se donne, nous, côté BPI, que de faire se rencontrer ces gens-là. On a ce qu'on appelait un club des Cornerstone Investors qui se réunit pour voir une société dont on pense qu'elle sera dans les 3-4 ans un potentiel IPO et pour réfléchir ensemble à quel est le bon chemin. Alors, quand on a décidé de faire ce chemin, on choisit aussi sa place de cotation et on sait qu'il y a une concurrence assez forte. Ça a été évoqué au déjeuner aussi dans les discours de New York notamment, du NYSE et du Nasdaq. Jusqu'où les places de cotation européennes souffrent-elles aujourd'hui de la concurrence américaine? Delphine. Alors, là-dessus, il y a énormément de préconceptions qui existent. On a fait une étude récemment pour étudier finalement la situation des entreprises européennes qui se cotent aux États-Unis. Et elle n'est pas très favorable.
Et à chaque fois qu'on a comparé la situation sur des métriques existantes de ces sociétés européennes introduites aux États-Unis, d'abord on se rend compte qu'elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a une 50 entreprises depuis 2018 qui sont cotées européennes, donc avec un siège social créé en Europe et siège social européen. Il n'y en a que 9 des pays d'Euronext d'ailleurs sur les 50. La plupart sont des entreprises anglaises. Et elles sont moins bien traitées que leurs homologues américaines sur l'aftermarket, c'est-à-dire la performance après 12 mois. Donc, sur une cohorte 2018-2022, c'est plus 8% pour les entreprises introduites en moyenne au bout d'un an sur les entreprises introduites sur Euronext et moins 17% pour les US. Sur la liquidité est meilleure sur Euronext pour les entreprises européennes d'une taille de 1 à 5 milliards par exemple. Et sur les valorisations, également, les price earning ratios sont meilleurs. Et ça, c'est assez contre-intuitif parce que il y a des questions il y a une réalité de puissance, de taille du marché américain que je ne nie pas, avec notamment l'effet des magnificent et des, je ne sais plus comment on dit, des super méga caps qui semblent tirer. Et on va avoir un biais cognitif qui va consister à les observer prioritairement et à connaître chez nous l'ensemble du paysage, y compris les échecs. Et les échecs et les zombies sont très nombreux aux États-Unis. C'est d'ailleurs une société de boom and bust. Simplement, on a tendance à se projeter dans les succès, soit pour soi, et les observer ailleurs, et à connaître évidemment l'ensemble. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est une publicité négative qui n'est pas suffisante. Et il faut qu'on ait un marché européen qui ait la taille profondément et qui adresse aussi certaines problématiques de marché, parce que dans les sociétés qui vont aux États-Unis pour le coup plus massivement, on a toutes les biotech. Là, clairement, il y a un segment sur lequel la réponse est difficile. On a une proposition de double cotation qui fonctionne et on pense que ces sociétés européennes sont mieux traitées lorsqu'elles ont commencé à Paris et elles peuvent avoir à chercher ailleurs après. Donc là, on a une solution, je pense, de place à fournir, qui ne concernera pas que Euronext, mais qui est plus large, qui est liée aussi à la manière dont on s'adresse à un marché, on obtient les autorisations médicales, etc. Donc c'est plus que le marché. Mais pour le reste, on voit, si je pars du principe que, en réalité, la société créée en Europe ne va pas bénéficier à égalité de la puissance du marché américain si elle y va, alors la réponse, il y a deux réponses possibles. Soit il faut qu'elle devienne d'emblée américaine, et entièrement, et nous, marché européen, on n'aura pas nos entreprises et nos relais de croissance. Ce n'est pas une question de cotation, c'est une question de continent et de destinée économique collective. Soit on arrive à ce qu'on convainque les entreprises, non pas par comparaison pour se rassurer, mais par véritable option pour les marchés européens. Donc c'est à la fois en partie surjoué et hyper important. Et finalement, ce colloque singulier avec les États-Unis, il faut se dire aussi que c'est le résultat d'une disparition de la proposition précédente, qui était la proposition de Londres, d'être finalement la place de cotation internationale en Europe et l'unique. Donc ça nous a, entre guillemets, il y a toujours une certaine compétition de Londres pour des cotations extra-européennes. Généralement, Euronext prend plus que sa part de marché là-dessus et est une vraie proposition pour ces entreprises, mais Londres existe toujours. En revanche, une entreprise continentale d'un pays Euronext ou même du reste du continent, on ne va pas choisir ça, c'est plus logique. Donc ça nous laisse avec le vrai concurrent qui sont les États-Unis. Et ça, c'est un choix, c'est beaucoup plus qu'un choix de cotation, c'est un choix de société et de destin économique collectif. Alors parlons des succès récents et des leçons qu'on peut en tirer pour la place de Paris et les projets d'introduction en bourse. On va commencer par Planisware. Vous avez travaillé tous les deux sur ce sujet, Pierre-Henri et Sophie. Qu'est-ce que ce succès nous dit d'abord de l'appétit des investisseurs aujourd'hui en 2024 pour ces dossiers et quels sont les dossiers les plus à même de trouver preneurs aujourd'hui en bourse? Pierre-Henri. D'abord, je pense qu'il faut qu'on se réjouisse du succès des IPO de Planisware et d'Exoscience. Elles cristallisent, elles mettent en lumière l'attractivité de la place parisienne, de Euronext. Elles permettent vis-à-vis des fonds d'investissement de montrer que l'IPO est un chemin crédible vers la sortie, et ça c'est essentiel. Elles permettent à l'écosystème tech, malgré tout, d'avoir des perspectives. Et enfin, je crois que ces succès
alimente un peu les enjeux de souveraineté qui sont assez essentiels et qui sont un peu le fil rouge de la journée. Sur le cas particulier de Planisware, en réalité, plusieurs points. D'abord, c'est vrai, c'est ce que tu disais, Delphine, c'est un dossier qui a été préparé. C'est-à-dire que l'IPO de Planisware, il faut que vous sachiez qu'elle s'est faite après 2 bonnes années de travail pour structurer cela. Ensuite, il y a le choix de la fenêtre, et ça, Sophie, peut-être t'y reviendra, et le processus particulier qu'on a su mettre en place, assez innovant, et qui a permis finalement de s'extraire d'un certain nombre de risques d'exécution. Et puis sur le fond, en fait, on a chez Planisware des composantes qui sont aujourd'hui appréciées par le marché, parce que c'est une société qui démontre une claire profitabilité avec une prévisibilité de sa séquence de cash flow, ce que recherche le marché, dans le cadre de positions concurrentielles assez fortes. Ça aussi, c'est très attractif pour le marché. Et dans un contexte où, en termes de valorisation, des benchmarks existent. Je veux dire, en France, on a une société de software qui est cotée, qui s'appelle Dassault Systèmes. Aujourd'hui, Planisware cote, certes avec une décote, mais pas si importante que cela par rapport à Planisware. Moi, j'ai participé en 2020, comme tous ici, la plupart, à la première vague d'IPO, en fait, qu'on a vu autour de Believe, d'Aramis, d'OVH. En 2020, il n'y a pas si longtemps que ça. On vivait dans un monde où les investisseurs recherchaient la croissance au détriment de la profitabilité, de manière assez générale, dans le growth, dans les IPO, et donc partout dans le monde, on a financé des sociétés qui avaient ce profil-là. Aujourd'hui, on se rend compte que les investisseurs ne recherchent plus nécessairement ces profils et sont tournés encore une fois vers la prévisibilité des cash flows. Et le software SaaS de Planisware tombe exactement dans cette case. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux. Oui, effectivement, sur Planisware et sur Exosens, 2 opérations sur lesquelles BNP Paribas était coordinateur global, donc que nous avons menées. On a en fait la combinaison qui ont fait les réussites de l'IPO, c'est-à-dire à la fois effectivement un actif solide avec deux entreprises rentables et qui étaient sur des segments de niche dans lesquels ils sont leaders. Et puis on a aussi fait se rencontrer les investisseurs, le marché avec les attentes des vendeurs sur le prix. Et cet aspect de construction du prix qui a pu se faire de façon extrêmement efficace et réussie, a pu se faire, et ça je voudrais le souligner parce que on peut avoir tendance quelquefois à se plaindre de la place, mais au contraire, ici on a eu, à la suite d'efforts que nous avons menés en groupe, d'ailleurs sous l'égide d'Europlace et avec Delphine et d'autres, fait en sorte que les processus de rencontre sur le prix se fassent de façon étayée, avec des retours d'investisseurs sur leurs attentes de valorisation, avec des discussions sur le modèle d'affaires et avec la prise en compte par les banques et par les conseils de ces retours investisseurs. Et c'est ça qui a fait qu'on a fait une valorisation qui était une valorisation qui reflétait la décote d'IPO qu'attendaient les investisseurs et qui aussi tenait compte d'un facteur qui est limitant pour nos marchés européens, qui est la faible liquidité de nos marchés. Donc si on prend en compte ces aspects de décote qui sont nécessaires à la réussite d'une introduction en bourse, on a la réussite de ces 2 opérations et on a un cours de bourse qui monte au début de première cotation et qui donc crée cet effet d'entraînement et cette belle visibilité de ces 2 opérations. Ce que nous avons réalisé également, et c'était grâce à une évolution assez importante de l'AMF, c'est de pouvoir réaliser ces opérations dans des calendriers très courts. Et on voit que plus on a des calendriers courts accélérés, plus on peut s'exonérer des risques qui sont des risques de géopolitique ou des risques macro qui peuvent intervenir à tout moment. Et on voit bien qu'Exosens, si on avait clôturé notre livre d'ordre ce soir, on ne l'aurait pas fait. Donc il est essentiel, en fait, quand on expose l'entreprise au risque de marché, de le faire sur la période la plus courte possible, ce qui veut dire qu'on a donc fait du pré-marketing et qu'on a ces retours investisseurs. Pourquoi ça a bien marché aussi? C'est parce que, et ça je voudrais le féliciter et en fait qu'on s'en réjouisse tous, les investisseurs français ont été au rendez-vous. Ils ont été au rendez-vous et ils ont été au rendez-vous. Alors on est toujours très heureux d'avoir la BPI ou d'avoir la Caisse des dépôts, mais c'est pas seulement CDC dans sa partie Tech Premium ou BPI
peuvent jouer ce rôle, mais quand vous avez des investisseurs français longs qui sont cornerstone, c'est-à-dire qui annoncent d'emblée le fait qu'ils sont investisseurs dans l'opération, ça crée un effet d'entraînement. Lorsque les investisseurs français, il y a 3 ou 5 ans, je n'allais pas dire faisaient grève, mais c'était pas loin, si un investisseur américain s'intéressait à une opération, il appelait un peu en France, il disait « Ah, mais est-ce que un tel ou un tel en prend ?» On disait « Ah ben non, on ne sait pas s'il y a que ça dans le book, on ne sait pas si, etc. » Ils prenaient peur parce qu'évidemment, les investisseurs les plus proches du dossier qui étaient censés les connaître, s'ils n'étaient pas là, ça ne crée pas l'effet. Alors qu'au contraire, quand on sent en fait que la dynamique du livre d'ordre est positive avec des investisseurs français, eh bien les investisseurs internationaux, que ce soit des longs ou des hedges, à ce moment-là, manifestent leur entrain pour l'opération. Donc je crois qu'il faut se féliciter que ces 2 opérations, effectivement, sont de très belles réussites, qu'elles ont été réussies par un volontarisme de la place et par, effectivement, cet effet d'entraînement des investisseurs français qui ont pris le temps d'analyser le modèle d'affaires, de discuter avec les analystes, de faire des retours sur le prix qui était étayé, de manière à ce que lorsqu'on est sorti avec notre fourchette de prix, on était à peu près sûr d'y arriver, sauf accident. Merci Sophie. Arnaud, une réaction peut-être? Vous allez jouer les cornerstones maintenant de manière systématique? D'abord, on ne joue pas les cornerstones. Précisément, j'allais le dire, merci de me passer la parole, on ne joue pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'y va pas parce qu'on est public et qu'on nous dit que c'est bien d'y aller ou qu'on se dit tout seul que c'est bien d'y aller. On y va d'abord pour les raisons qui ont été dites, à savoir parce qu'on croit dans la boîte. Donc on regarde les fondamentaux, on connaît les entreprises depuis longtemps et si on pense que ça a du sens et que la valorisation a du sens, on est présent. Et il peut arriver d'ailleurs qu'on ne soit pas présent alors même que l'opération a du sens. Il est écrit nulle part qu'on doit être cornerstone de toutes les bonnes opérations. En revanche, oui, on a été typiquement dans Exosens, société qu'on connaissait bien par ailleurs. Et oui, c'est hyper important qu'on ne soit pas tout seul. Il faut des cornerstones dans ces opérations. Il n'y en aura pas si le marché ne prend pas ensuite la relève. C'est-à-dire si le titre se fait dézinguer ensuite, ça vaccine quand même assez rapidement contre le fait d'être cornerstone. Et donc c'est une très bonne nouvelle de voir qu'on arrive maintenant sur des boîtes qui ont le niveau de maturité pour convaincre pas que 1 ou 2 ou 3 cornerstones, mais vraiment tout un marché qui arrive avec le bon niveau de maturité et les bonnes perspectives. Et c'est une très bonne nouvelle de voir qu'il y a un peu plus d'investisseurs réellement actifs qui sont prêts à prendre le relais. Et dans ces conditions, oui, on jouera les cornerstones avec plaisir à chaque fois qu'il y a une belle opération. Tous ces critères de réussite d'une IPO, c'est ce qui a manqué, par exemple, dans des dossiers comme Believe, qui a animé aussi l'actualité cette année. Alors, Believe ou d'autres, on n'est pas obligé de personnaliser à outrance, mais... Non, mais sur Believe, je peux répondre. Believe, c'est une société qui est exceptionnelle. C'est un champion français, c'est une très belle histoire. Et c'est toujours facile après de refaire le match, mais je crois que quand on a fait l'IPO de Believe en 2020, on l'a tous fait avec beaucoup d'enthousiasme. Et on était porté par cette histoire et par le management de ces très beaux groupes. Simplement, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'effectivement, pour les investisseurs, c'était moins évident d'avoir des critères objectifs de valorisation de Believe, parce qu'il y avait peu de comparables à Believe sur le marché français et sur le marché européen. Donc c'est jamais simple, quand on n'a pas vraiment de benchmark aspirationnel pour que le marché s'adapte. Et puis, dans l'intervalle, depuis l'IPO de Believe jusqu'à aujourd'hui, on a connu également des secousses de marché dans la technologie sur les mid-cap qui ont, partout dans le monde, souffert d'une désaffection des investisseurs. Et les cours de bourse, après les IPO, ont considérablement diminué en France, mais également aux États-Unis. Il n'y a pas que les GAFAM qui surperforment, il y a aussi des difficultés de cet ordre-là qui ont préexisté. Mais encore une fois, cette IPO, en 2020, on l'a portée. Les raisons s'expliquent plutôt par des facteurs externes, je crois. Est-ce que le sujet du prix aussi d'IPO de Believe a été reposé à l'occasion du prix qui était proposé à la sortie? Aujourd'hui, avec l'état des forces, est-ce que vous jugez que les attentes de valorisation des vendeurs sont cohérentes ou encore exagérées, surtout des vendeurs qui ont en tête les prix qu'on pratiquait en 2020 ou 2021 sur des levées de fonds private? Là, je reprends le point de Sophie, et Sophie, tu pourras compléter, mais la meilleure illustration de ça, c'est de regarder les performances en aftermarket
suite aux IPO. Planisware, depuis l'IPO, a progressé de plus de 30%, 35% depuis son IPO en termes boursiers, ce qui montre bien que les vendeurs ont su préserver la possibilité d'un aftermarket positif. Et donc, oui, il y a une forme de réalisme par construction, puisque si le cours de bourse augmente après l'IPO, c'est bien que les niveaux de valorisation paraissent cohérents vis-à-vis des investisseurs pour justifier un upside. Oui, mais je crois que là-dessus, les attentes des vendeurs, elles sont toujours aspirationnelles, et que ce soit dans un processus de M&A ou d'IPO, donc ça, c'est pas propre aux introductions en bourse. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les fonds de private equity, ils font des introductions en bourse, mais moins qu'ils font le processus de M&A. Et donc, il y a un processus d'éducation sur le fait que le prix, il est en grande partie fixé par le marché, par les investisseurs, et que la valorisation sur la première cotation doit refléter une certaine décote d'IPO. Alors on appelle ça une décote d'IPO. Moi, j'aime pas le terme de décote, c'est plutôt qu'on crée une incitation à souscrire. C'est que si on vous propose une valeur que vous connaissiez pas, un management que vous ne connaissez pas, et puis une valeur dont ça fait 20 ans qui a établi son lien de confiance avec le marché, évidemment, vous demandez face à une entreprise que vous connaissez moins, une certaine incitation pour prendre le risque. Donc, je pense que les attentes des fonds de private equity, c'est aussi le rôle très important, à mon avis, que jouent les banques conseils comme Rothschild ou Lazard, qui est d'éduquer en amont les fonds de private equity sur ce à quoi ils peuvent s'attendre, et ensuite leur expliquer que la performance se fera dans la durée. Dans Exosens, HLD très intelligemment reste majoritaire dans cette entreprise, et probablement avec la performance du cours de bourse et la performance de l'entreprise arrivera justement à se créer de la valeur au-delà de la première sortie qui a été faite. Mais les valos, parce que j'aurais comment dire deux mots, les valos, elles s'imposent à tout le monde. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 valorisations, il y a des fourchettes de valorisation pour un même actif. Je ne sais pas si vous savez, mais les fonds de private equity, comment ils valorisent leur portefeuille tous les 3 mois ou tous les jours quand il y a du retail? Ils prennent des référents boursiers qui suivent un actif qui est référent, comparable, et on ajuste nos valorisations par rapport à ces multiples boursiers. Donc nous-mêmes, en tant que private equity player, nos actifs ont un lien avec les valorisations boursières. C'est inhérent pour nous. Après, il y a des décotes d'illiquidité, il y a des prix de transaction, enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent venir pondérer. Mais déjà, la connexion, elle existe. Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une déconnexion entre la vision d'un private equity, alors c'est son métier qui va chercher à optimiser, et ça c'est normal, il est payé pour ça, et la vision qu'un marché peut avoir. Après, il s'est passé des petites choses quand même depuis 18 mois dans le monde de la finance, et vous avez parlé de la baisse de la tech, vous avez parlé de Believe, que je connais bien, pour être un actionnaire historique. La tech, elle a fait moins 40, mais dans le monde. Donc je dirais, c'est normal qu'à un moment, des cours soient impactés par des évolutions de cette nature. Et le marché du buy-out plus classique, il est entre plus 10, parce qu'il continue à monter sur des très belles valeurs, à moins 20, en fonction de la nature des actifs. Donc on est dans ce monde aujourd'hui, mais moi je ne crois pas vraiment je ne crois pas qu'il y ait une déconnexion d'appréciation de la valeur entre un marché, un private equity et un corporate. Alors un corporate pourra payer un certain prix parce qu'il aura des effets de synergie. Un marché, il y aura autre chose parce qu'il y a une liquidité ou des positions plus minoritaires. Ok, tout ça doit venir s'intégrer dans la réflexion de la transaction qu'on fait. Mais c'est dans des fourchettes. La valeur d'un actif, alors on peut en débattre très longtemps, hein, parce qu'il n'y a pas de vérité autour de ça. Mais à un moment, tout ce petit monde, il doit se retrouver sur la valeur de l'actif. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Sinon, il y a un problème dans l'équation. Hein. Il ne peut pas y avoir deux lectures de valorisation. Peut-être juste deux choses. Un message un peu tautologique. On a fait une étude l'année dernière pour regarder les conditions d'exit, en fait, en regardant sur notre portefeuille d'IPO, quand est-ce qu'il n'y en avait eu, pas eu à partir du moment où, en combien de temps l'exit était fait à 100% pour les actionnaires historiques. Alors c'est très compliqué parce que la data manque pour ça, mais on aboutissait à quelque chose qu'on aurait pu inventer sans l'étude, qui était, il y a finalement une exit en quelques années, ou en 1 à 2 ans, dans les cas où le cours est supérieur au cours d'intro. Donc
si vous êtes en dessous du cours d'intro, ça devient compliqué de sortir. D'où le fait qu'il faut parier là-dessus et qu'il faut réfléchir dans la durée. De ce point de vue-là, dans l'éducation collective qu'on a à faire, l'exit, elle se travaille dans la durée. Alors évidemment, le book se travaille pour avoir ce qu'il faut de liquidité. Les cornerstones, c'est super, mais il ne faut pas que tout se congèle. Voilà, c'est cet équilibre subtil qu'il faut arriver à générer. Mais l'exit elle-même, au fur et à mesure, elle doit, il y a toute une subtile annonce, anticipation et gestion qui permet d'éviter des effets de overhang qui sinon vont sous-valoriser, risquer de passer en dessous du cours et coincer tout le monde. Et après, le deuxième message que je voulais passer, il est collectif et vous avez raison, Bertrand, on a une seule valo, mais on a peut-être été collectivement un petit peu naïf ou à bien vouloir faire, à célébrer des levées et à communiquer médiatiquement très fortement des valorisations de papier qui en réalité après ont évolué dans le temps dans les books de chacun, mais qu'on a laissé poster là comme des attentes un peu spectaculaires avec des choses qui devenaient irréalistes et qui ensuite, lorsqu'il fallait les ajuster, devenaient des messages d'échec qui pouvaient inquiéter des partenaires extérieurs. Et ça, je pense que la leçon de tout ça, c'est aussi les leçons d'Exosens et Planisware, qui sont des entreprises qui sont B2B évidemment, mais dont on n'a pas tellement entendu parler, à tel point que certains les ont découvertes, y compris chez les professionnels. Alors elles avaient bien travaillé leurs cibles, mais ce que je veux dire, c'était pas médiatiquement exagéré. Et les médias, c'est pas les médias, c'est nous les médias. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on envoie comme message. Je pense qu'un peu de discrétion et de sobriété dans la préparation est utile. Parce que sinon, ensuite, on est coincé par des valeurs papier ou presse, si j'ose dire, qui n'aident pas à faire les recadrages nécessaires. Ça reste dans Google Search. Arnaud, peut-être une réaction. Vous avez un pied dans les deux mondes, vous, donc vous êtes crossover. On décroise les jambes. Voilà. On a effectivement un pied dans les deux mondes. Moi, sur les valorisations, je redis quand même ce que je partage évidemment ce que tu dis, Bertrand, sur le fait qu'il y a une méthode de valorisation, il y a des commissaires aux comptes, il y a tout un écosystème qui est là pour s'assurer que les valorisations sont bien faites. À la fin des fins, quand même, dans le venture, il y a un certain nombre d'acteurs qui, pour des bonnes raisons d'ailleurs, ont un certain nombre d'outils pour faire monter les valorisations, simplement parce qu'il faut que les entreprises lèvent de l'argent de manière pas trop dilutive pour continuer à se développer. Et ça a été très vrai quand même en 21-22, donc c'est pas complètement une contradiction. Je le dis tout de suite, je pense qu'il y a différents moments dans la vie d'un investissement. Il y a des moments où il faut remettre de l'argent dans une société, y compris quand elle a beaucoup de traction, et où il faut trouver les moyens de remettre cet argent, et ça peut conduire à augmenter facialement les valorisations. Ça a conduit dans un certain nombre de cas, et ensuite il faut que ça réatterrisse. Il faut que les gens aient tous aussi bien côté fondateur que côté investisseur, en tête qu'ils ont utilisé un certain nombre d'outils pour faire levier sur la valorisation, et qu'à un moment donné, si on va sur le marché, ces outils, ils s'arrêtent et il faut retomber sur ses pieds. C'est le premier point. Sur Believe, moi, je partage, c'est une boîte fantastique. C'est une boîte qui a en revanche un modèle économique objectivement compliqué, un mi-chemin entre la tech et la production et la distribution musicale classique. C'est compliqué, c'est un peu c'est pareil, c'est comme nous, c'est un pied de chaque côté. C'est une boîte crossover de ce point de vue aussi. Et ça, pour les marchés en soi, c'est compliqué. Parce qu'il n'y avait effectivement pas de comparable, et en plus il y a eu effectivement l'affaissement de la tech qui a suivi. Ça reste une boîte formidable, et je pense que le retrait de cote pour Believe, voilà, il faut savoir assumer aussi ça. C'est très bien comme ça. Alors ça fait le lien avec la question suivante, qui est celle de l'analyse aussi, de la compréhension par les investisseurs de ces sociétés. On va parler des freins aussi à la cotation. On a évoqué la liquidité. Il y a eu beaucoup de discours il y a quelques années, au moment des réformes des marchés financiers en Europe, sur la qualité de la recherche, de l'analyse, sell side. Est-ce que cette recherche aujourd'hui, et voilà, quel est l'état de la recherche sur les small et mid cap en Europe, Sophie? Est-ce qu'elle permet à des entreprises d'aller en bourse et de vivre surtout derrière? Alors, sur la recherche disponible au moment de l'introduction en bourse, oui, elle est disponible. Et les coordinateurs globaux s'engagent à publier des rapports de recherche au moment de l'introduction en bourse, et qui sont des rapports de recherche étayés qui permettent justement de bien faire connaître l'entreprise. Ensuite, les coordinateurs globaux assurent le suivi de cette recherche, et il y a un engagement moral de continuer à suivre les sociétés qui ont été introduites par cette maison de recherche.
Ce qui a été en cause après MiFID II, c'est effectivement le fait que la recherche est maintenant payée par les investisseurs et donc les investisseurs choisissent de rémunérer les maisons de recherche qui sont de meilleure qualité. Et donc il y a eu effectivement la baisse du nombre d'analystes de recherche en Europe. Le débat est encore ouvert de savoir si c'est au dépend de la qualité ou pas. Nous, on a tendance à penser que, en fait, ceux qui ont été éliminés, c'est ceux qui étaient de moins bonne qualité. Ce qui est vrai, c'est qu'un bureau de recherche, il doit être financé par à la fois le courtage, et aussi par les commissions que nous avons au moment du primaire. Le courtage a subi un effet déflationniste très important depuis MiFID II et donc l'équilibre d'une maison de recherche repose en grande partie sur le primaire. C'est-à-dire si on a beaucoup d'introductions en bourse, mais on finance nos bureaux de recherche. Alors c'est développé, et ça de façon positive, ce qui s'appelle la recherche sponsorisée, c'est-à-dire que les émetteurs maintenant peuvent décider de payer la recherche qui est produite par des maisons de recherche, et ça c'est une partie de la solution. Ce qui est très positif, c'est que le Listing Act, donc, qui a été adopté au niveau de l'Europe, donc, permet maintenant de reconnaître que la recherche sponsorisée est une recherche et donc n'est pas considérée comme une opinion, mais enfin est bien qualifiée, donc à l'instar de ce qui a été fait en France. Donc c'est une des solutions. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que c'est aussi lié à la liquidité, c'est-à-dire que c'est la liquidité qui forme les courtages et les courtages qui financent les frais de recherche, les coûts de la recherche des différentes maisons. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on continue à investir fortement dans la qualité de la recherche et on pense que c'est effectivement ça qui est important pour le marché et qui fait le dynamisme et l'intérêt des investisseurs pour le marché boursier. Ce qu'il faut... le Listing Act, pour ceux qui suivent ce sujet très technique, a prévu de renverser MiFID II. On verra si c'est effectivement, ils se sont aperçus que c'était une erreur. Est-ce qu'il n'est pas trop tard et est-ce que ça n'a pas déjà été mis en place dans les relations entre investisseurs et maisons de recherche? On verra dans les 18 mois qui vont suivre après la promulgation du Listing Act. Il vous paraît souhaitable de revenir en arrière, comme les Britanniques l'envisagent aussi, c'est-à-dire de rebundler le recherche et courtage? Souhaitable ou pas, il faut plus se poser la question parce que c'est un texte européen qui est adopté. Donc maintenant c'est fait. Nous n'étions pas pour parce que nous pensons que le fait de refaire financer la recherche par les frais de courtage, c'est pas pour ça que les institutionnels vont augmenter les frais de courtage et donc ça va avoir un effet déflationniste, ça risque d'avoir un effet déflationniste et un impact négatif sur la recherche, donc d'avoir été contre-productif. Mais nos députés l'ont voté au niveau européen, donc on sera obligé de l'appliquer. C'est une faculté, hein, c'est une faculté. Et, la question, c'est est-ce que la place va s'en emparer? Et si elle s'en empare, il ne faut pas que ce soit pour pouvoir passer une seconde lame, parce que ça, ce serait mortel. Je pense quand même qu'il y a une prise de conscience assez importante. Alors, au Royaume-Uni, ils nous disent qu'ils ont une démarche de place constructive pour se dire qu'on remet de l'argent dans le système. Bon, le problème de ces choses-là, c'est qu'il faut croire au business model. Et faire les poches les uns des autres pour la patrie, ça fonctionne une fois, mais pas forcément dans la durée. Donc l'important, c'est de retrouver des business models qui fonctionnent. Moi, je constate simplement quand je parle aux acteurs que la recherche fait partie des éléments de différenciation. Et ensuite, peut-être un mot complémentaire sur la recherche sponsorisée, Sophie, mais tu le sais évidemment, elle est payée par l'émetteur, mais elle est réalisée par une maison de recherche dûment indépendante et homologuée qui le fait dans les mêmes conditions d'indépendance que pour une recherche non financée. C'est-à-dire qu'on choisit initialement la maison de recherche sur un appel d'offres et ensuite, évidemment, il n'y a pas d'influence sur le contenu. Mais c'est une question des cas. J'ai eu un petit mot sur Believe qui est encore coté, qui le restera pour une durée à déterminer peut-être. Ouais. Mais effectivement, pour des raisons qui sont liées à différentes péripéties, l'entreprise s'est engagée, enfin, les promoteurs de l'OPA sont engagés à ne pas activer, en tout cas dans un certain délai, le retrait. Et sans me prononcer sur Believe, pour lequel vous comprenez qu'il n'y a pas eu de recommandation d'investissement à cette table. On a des exemples dans le passé de destins boursiers avec des étapes, des quasi-retraits qui finalement, quelques années après, peut-être reprennent une autre dimension. Enfin, les histoires ne sont pas écrites et il faut aussi qu'on soit peut-être un peu plus patient sur les parcours boursiers.
Pour Believe, on n'en aura pas vraiment eu le temps. Effectivement, c'est probablement le plus grand regret d'une partie des acteurs, c'est de se dire il aurait pu avoir une autre histoire dans la durée, mais bon, toutes les entreprises n'ont pas forcément le temps, ne veulent pas le prendre ou ont d'autres choix à faire. En l'occurrence, les enjeux, c'était de retrouver le moyen de l'expansion par acquisition. Mais on a plusieurs exemples, dont par exemple Vision Group, qui avait été quasiment sorti et qui a repris un destin boursier. Donc ces choses-là prennent du temps, il y a des cycles et des histoires successives qu'il faut quand même observer. Donc le jour 1, il compte, on ne peut pas dire qu'il ne compte pas du tout. Les 3 mois après, il compte. Première annonce de résultat compte. Alors Planisware, ce qui était spectaculaire, c'est comme ils avaient fait une première opération qu'ils avaient dû arrêter, finalement ils ont fait leur première annonce après IPO avant de faire leur IPO. Ce qui a permis, bon, je recommande pas forcément cette technique, n'essayez pas de la faire chez vous. Pas forcément voulu. C'est réservé aux professionnels, mais de facto, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont eu l'élégance et l'intelligence de laisser la décote, enfin de laisser finalement l'upside aux investisseurs qu'ils auraient pu prendre, puisque depuis à ce moment-là il y avait eu une reprise de la tech qui s'était annoncée. Alors dans les autres freins aux cotations, il y a le coût, les contraintes. Notamment celle de se diluer pour les fondateurs. La loi, enfin la future loi Holroyd va changer des choses là-dessus. On l'a évoqué au déjeuner. Est-ce que c'est vraiment un game changer pour l'attractivité de la place et de la cote pour ce type d'acteurs? Pierre-Henri a envie d'intervenir. Si, moi je regarde toujours ça un peu sous le prisme de la tech, mais je pense que c'est l'introduction des droits de vote multiples est un critère d'attractivité, pas le seul bien sûr, mais fait partie des critères d'attractivité décisifs. Et on ne peut que saluer cette évolution qui, je crois, a été gagnée de haute lutte. Reste à savoir si cette loi d'ailleurs va pouvoir rentrer en application, j'espère. Mais il n'en reste pas moins que c'est une évolution majeure pour des fondateurs qui certes se font diluer financièrement, mais n'ont pas le souhait de perdre le contrôle de leurs entreprises et de les porter autour des projets industriels qu'ils ont. Et ça permettra d'ailleurs de pérenniser des histoires industrielles de long terme. Et puis il y a les augmentations de capital, la simplification des augmentations de capital, quand même, avec suppression de DPS, est une modalité qui va considérablement fluidifier le financement de ces entreprises, en simplifier les process, parce que c'était quand même pas simple. Et donc je crois que ça va clairement dans le sens de l'attractivité de la place financière de Paris. Ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Je crois qu'il faut saluer le travail technique effectivement qui a été fait, le travail politique de faire adopter cette loi de façon assez unanime donc au Parlement. Effectivement, je voudrais rajouter par rapport à ces mesures qu'il y avait quand même beaucoup de gens, enfin notamment de banques non européennes, qui disaient vous voyez bien la Euronext ou la France, c'est pas le bon marché puisqu'on peut pas faire des droits de vote multiples, et comparé à Amsterdam également. Mais aussi il y a une évolution qui a été donc adoptée dans cette loi, qui est la simplification des critères d'éligibilité au PEA PME, et ça c'est aussi un point très positif puisque maintenant toute entreprise avec une capitalisation boursière en dessous de 2 milliards d'euros sera éligible au PEA PME, et ça c'est un critère que nous attendions vraiment de façon importante, et cette enveloppe de PEA PME pourra donc financer toutes les entreprises avec des market cap en dessous de 2 milliards grâce à cette loi. C'est des mesures, si vous voulez, elles sont hyper importantes parce que au moment où on cherche quel est le droit qu'on veut appliquer, le siège social pour la holding, la place de cotation, on regarde le champ des possibles. Et d'une part. Et puis d'autre part, sur tout ce qui est... donc pour juste développer un instant là-dessus, donc vous regardez et vous avez des conseils qui vont vous faire un magnifique slide, ou une diapositive, pardon, avec des petites coches rouges ou des petites coches vertes et des petites croix rouges. Et puis vous rentrez là-dedans, et une fois que vous avez choisi, évidemment, on est un petit peu travaillé quand même, on ne laisse pas que les conseils faire ça. La diapo avec les coches et les cases, les coches et les croix qui vous conviennent,
vous vous êtes embarqué sur une place avec des conseils qui ont été choisis en fonction de cette place, et c'est là que vous travaillez votre champ des possibles. Et vous vous comparez éventuellement à une autre, mais vous avez un peu orienté votre choix. Et puis si ensuite vous renoncez à une disposition qui vous paraissait intéressante comme potentiel initialement, mais vous vous rendez compte que bon, vous aimeriez bien avoir des dispositions de maîtrise de contrôle, mais peut-être que ça va impacter la valorisation, et que voilà, vous sentez que ça ne va pas marcher, que c'est pas ce que souhaite le marché que vous y renoncez, vous n'allez pas revenir à votre slide d'origine et dire finalement qu'est-ce qui était mieux ou pas, et vous revenez en arrière. Donc il y a un petit côté perturbant parce qu'on se dit on offre des choses sans les désirer complètement, parce que ça reste mieux d'avoir une gouvernance avec un actionnaire, une voix. Ça reste mieux de faire des augmentations de capital avec des droits préférentiels de souscription. Mais pour certains types d'entreprises, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus désirable. Pour des raisons techniques et pratiques, les DPS pour des entreprises peu liquides, c'est vraiment pas pratique. Voilà. La décote encadrée pour une entreprise identique mais qui doit aller vite, ça marche pas. Et donc on y renonce. Et on voyait donc nous des gens qui venaient pas nous voir pour commencer à travailler avec nous, ou qui ne levaient pas finalement, qui n'utilisaient pas assez le marché pour sa mission de levée de fonds après l'IPO, qui est, je rappelle, un multiple. Tous les ans, les opérations dites de follow-on sont des multiples des introductions, évidemment, parce que pour certaines entreprises, c'était trop compliqué. Donc ça, c'est des simplifications extrêmement bienvenues. Puis sur la question de l'épargne et de l'orientation de l'épargne, je pense qu'on va y revenir. C'est extrêmement important. Le PAPME est un outil qui est destiné à des personnes qui ont saturé souvent le PEA, donc c'est une certaine catégorie d'épargnants, mais de toute façon le patrimoine est concentré, il faut se le dire, et la manière dont les critères étaient articulés, c'était pas intentionnel, mais avait pour effet de rendre très compliqué la capacité à avoir un univers d'investissement suffisant, tout simplement, parce qu'il fallait, on demandait aux professionnels de faire de la recherche économétrique pour croiser des critères de taille, de capitalisation et de chiffre d'affaires et de salariés qui n'étaient pas forcément immédiatement disponibles. Et donc la nature ayant horreur de la complexité et il y a une très forte compétition entre les produits d'épargne, c'est quelque chose qui avait beaucoup d'attrition sur l'éligibilité des entreprises. Donc on est extrêmement content d'avoir une loi promulgable, et j'espère bientôt promulguer, qui va nous permettre d'avoir un univers d'investissement qui devrait se multiplier par 2, voire 3 en nombre d'entreprises. Alors, faire venir les épargnants vers l'investissement en actions, ça c'est aussi une chose désirable qui est traitée notamment encore récemment par le rapport Noyer. Et en même temps, depuis cette année, on peut faire des IPO sans réserver une part aux particuliers. Et c'est précisément la voie qu'ont choisi à la fois Planisware et Exosens. Donc est-ce que une des garanties du succès des IPO, c'est pas de laisser le particulier de côté? Alors, je vais peut-être y répondre. La garantie du succès, c'est comme je l'ai dit, et c'est pour ça que nous avons été en faveur de cette évolution de l'AMF, c'est de faire des calendriers courts et de pouvoir clôturer une opération par anticipation. Or, nous étions contraints par le fait que lorsque vous faites une offre auprès des particuliers, vous devez la laisser ouverte 6 jours de bourse, ce qui veut dire un week-end de risque. Donc, l'objectif n'était pas de ne pas faire d'offres particulières, c'était bien de pouvoir faire des opérations coup de poing et qui sont clôturables par anticipation. Alors ensuite, toutes les entreprises n'ont pas vocation à attirer les particuliers. Une des opérations emblématiques qui avait attiré les particuliers très largement et qui ont fait de très bonnes affaires, la dernière, c'est la privatisation de la Française des Jeux. Il y a eu un demi-million de Français qui ont souscrit. Tout le monde a œuvré pour faire de cette opération une opération magnifique. Mais la Française des Jeux, tout le monde la connaît, c'est une société qui est en B2C, qui a une très forte image de marque. J'ai vu que Mme Palaise était là à la table d'honneur aujourd'hui, et il est clair qu'elle s'en est félicitée. Planisware et Exosens sont des sociétés qui sont moins connues du grand public et qui n'avaient pas vocation à essayer d'améliorer leur image de marque auprès du grand public. Donc, en ce qui nous concerne, BNP Paribas, nous, on fera des opérations retail lorsque ça a du sens, lorsque le management le souhaite. Le Listing Act va aussi permettre sans doute de faire des opérations plus courtes vis-à-vis des particuliers. On peut peut-être aussi être imaginatif sur la façon dont on peut associer les particuliers aux introductions en bourse. Donc je voudrais vraiment dire officiellement que l'objectif n'est pas d'exclure les particuliers. Au contraire, je pense que les particuliers font la liquidité. Ils ont intérêt à investir en bourse. Enfin, ce matin, on en a parlé assez largement.
Et ce que je disais sur le PEA-PME, c'est intéressant parce que finalement, les mid-cap, elles ont une performance inférieure au CAC 40, c'est à peu près la moitié de la performance du CAC 40 l'année dernière. Mais si on voit sur les 6 derniers mois, les mid-cap ont surperformé les large-cap. Donc c'est cette surperformance de cette classe d'actifs qui va finalement relancer l'intérêt des particuliers pour les mid-cap. Elle reste surperformante sur longue période. Hein. C'est vraiment les 2-3 dernières années qui ont été dures. Et on voit un effet de rattrapage. Juste peut-être un tout petit mot. On avait en France une tranche retail obligatoire qui visait à rendre toutes les IPO accessibles au grand public. Toutes les sociétés qui n'étaient pas motivées pour cela, qui ne le souhaitaient pas pour des raisons X ou Y, faisaient une tranche retail et aucun marketing. Donc on avait le risque et zéro résultat par objectif. Donc et puis, à contrario, on a des entreprises qui sollicitaient beaucoup le retail et on ne peut pas se retrouver dans une situation où, parce que l'offre est systématique, on prend des risques d'une part et puis on peut se retrouver pratiquement, parfois, dans une anti-sélection. Mais nous, Euronext, on est extrêmement motivés et intéressés et on recommande fortement d'associer le retail à un moment ou à un autre aux opérations et à l'histoire de l'entreprise. Alors, c'est plus évident pour les entreprises B2C, mais ça nous semble aussi important pour les entreprises B2B, parce que le retail, qui est un investisseur direct, va introduire une classe d'investisseurs extrêmement intéressante, parce qu'elle est à la fois en masse longue, stable. Le retail, il accumule, il épargne, donc il accumule, il est acheteur, naturellement, c'est des flux acheteurs en masse. Il est long, et en même temps, comme il y a beaucoup de gens, je me reprends mes esprits, il y a beaucoup de gens qui vont bouger individuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça fait de la liquidité. Et la liquidité, c'est hyper important. Alors, ce n'est jamais par rapport au flux institutionnel majoritaire, mais c'est des petits flux qui sont extrêmement précieux et qui animent à des moments précieux, parce que l'IPO, elle crée évidemment un événement de liquidité. Dans les jours qui suivent, il y a des reclassements, il se passe des choses. Et ensuite, on passe par une phase que j'ai appelée de congélation, je ne sais pas si c'est homologué, mais qui peut être assez plate. Et là, avoir du retail qui va quand même faire un petit peu de mouvement, c'est extrêmement précieux. Et dans la durée, c'est utile. Donc, il ne faut pas qu'on jette ce bébé avec l'eau du bain. Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles, comme je le disais, si on le fait par nécessité, par devoir et sans désir, c'est pas collectivement intéressant. Ça, les risques et pas davantage. En revanche, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse les uns et les autres, effectivement, à conserver des moyens de donner aussi accès aux particuliers à cette décote d'IPO, à cette décote d'opération. On l'a déjà fait avec beaucoup de succès dans les années récentes pour donner accès aux particuliers aux augmentations de capital avec des cotes. Grâce à un partenariat de Ronext avec Primary Bills et avec le partenariat des brokers sur la place, on peut offrir dans des conditions digitalisées accès à des ABB, à des opérations très rapides aux particuliers. Alors qu'avant, les pauvres, si vous voulez, ils n'avaient pas le temps de faire une opération en 5 jours, il n'était pas question, et donc ça, c'était pas pour eux. Aujourd'hui, pour des entreprises qui le souhaitent, que l'émetteur le demande, on a cette possibilité. Donc on a des moyens de créer ces bons points d'entrée. Mais je pense que c'est mieux d'en faire une option et d'y travailler collectivement pour que ce soit un choix bon pour les entreprises et bon pour les investisseurs. Bertrand. Non, mais moi je pense que l'épargne individuelle sur les sociétés cotées ou non cotées, c'est le sens de l'histoire. Et regardez ce qui se passe outre-Atlantique. Alors je ne dis pas que c'est un modèle, je dis juste qu'aujourd'hui, 50% des flux qui s'investissent dans les sociétés viennent de l'épargne individuelle. Donc sans aller jusque-là, je pense que c'est une évolution qui est nécessaire et importante. Il y a une demande, il y a une volonté d'aller dans des actifs réels. Alors après, quand on va sur un actif coté, on a la possibilité de liquidité, on a des évolutions de cours qui peuvent être plus fortes. Quand on va dans le non coté, on a une valorisation qui bouge moins, mais à l'inverse, on n'est pas liquide. Donc c'est des choix. Et je pense en fait que le point qui est très important, c'est la pédagogie et la distribution. C'est comment on va expliquer à une personne individuelle dans quoi elle va investir. Parce que nous, on est tous initiés, ce n'est pas un problème pour nous. Mais pour d'autres personnes qui sont plus loin, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est là où on doit tous collectivement faire des efforts sur cette voie-là. Bon, il y a la loi sur l'industrie verte qui, on l'espère là aussi, sera signée avant les évolutions gouvernementales. Mais je pense que c'est des évolutions de fond
qui sont extrêmement positives et très importantes. Et donner la possibilité à une personne individuelle d'investir dans la même entreprise que les institutionnels qui sont initiés et qui le font, moi je trouve ça extrêmement positif pour notre économie, pour que la personne individuelle connaisse mieux la vie de l'entreprise. Et Dieu sait si on en a des magnifiques en France, donc il faut pousser vers ça. Mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas côté contre nos côtés, c'est pour le financement des entreprises. Et tout ce qui sera fait dans ce sens-là, je pense, sera extrêmement favorable, positif, si en tout cas celui qui s'est investi sait dans quoi il investit. C'est là où c'est pour moi le nœud. Eh bien, on va conclure sur ces paroles, ces bons conseils, et plein d'optimisme. Merci à tous les 5 pour vos vues. Merci de votre attention.